des luttes abolitionnistes et la mémoire de ce qu'était l'esclavage. Donc peut-être que c'est à toi qu'on pourrait confier le soin de faire le lien avec le militantisme antiracisme qui existe aujourd'hui en France. Merci, bonjour tout le monde. Effectivement, ça m'est un peu difficile puisque là je suis dans un cadre donc hospitalier, parce que je n'ai pas pu me sortir de cette responsabilité. Bref, alors je vais essayer d'être le plus concret possible pour vous dire la chose suivante. En fait, je suis un enfant du nationalisme guadeloupéen. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que le nationalisme guadeloupéen prend naissance dans les années 60 et puis passe une phase tout à fait particulière dans les années 70 où ce sont des luttes de masse paysannes qui aboutissent dans les années 80 à des occupations de terre. Bon. Donc c'est un mouvement qui est très large, en fait, qui touche au départ donc, le monde paysan. En fait, les militants révolutionnaires de l'époque sont des maoïstes, en fait, qui appliquent les théories classiques maoïstes à l'époque, c'est-à-dire de mobilisation du monde paysan, ce qui va déboucher sur toute une série de syndicats paysans, ouvriers agricoles, puis ouvriers industriels. Et ensuite, ça s'étend dans différentes couches de la population pour donner dans les années 80 un mouvement nationaliste assez large qui va s'enrichir de groupes beaucoup plus radicaux qui vont essayer de faire ce qui s'est passé donc en Algérie, c'est-à-dire en posant des bombes, un peu comme le FNL. Voilà. Donc en gros, c'est toute une panoplie de combats qui se sont déroulés, en particulier en Guadeloupe, si on compare tout ce qui s'est passé dans les sociétés françaises post-esclavagistes. Je pense que le point culminant de ces combats a été donc la Guadeloupe. Je suis un enfant donc de ces mouvements et dans les années, je mets la Kanaki à côté, dans les années, parce que j'ai parlé de sociétés post-esclavagistes et ça a tout son poids, en fait, vous verrez pourquoi. Dans les années 86, après avoir essayé aussi de faire comme ce qui s'était passé en Kanaki, en fait, on assiste à un délitement en fait, de ce mouvement nationaliste, à en fait ce que j'appelle l'échec politique du nationalisme guadeloupéen. C'est mon analyse, hein, évidemment, c'est pas celle de tout le monde, mais en tout cas, les faits montrent qu'il y a une décroissance très très importante des mobilisations politiques, des mobilisations paysannes, pour des raisons très simples. Hein, c'est que tout simplement, vous savez, on peut faire des déclarations, hein, mais lorsqu'il n'y a plus de paysans, lorsqu'il n'y a plus de petits paysans, lorsqu'il n'y a plus de canne à sucre, lorsque vous avez la contrainte d'une réforme foncière où, eh bien, en fait, vous avez création de paysans moyens qui coopèrent sous forme on va dire de fermage, en fait, on n'est plus du tout dans la réalité objective qui permet de faire ce qui était permis il y a ça 10, 20 ans auparavant. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, il y a une décroissance de ces mouvements et donc, quant au fond, un échec politique du nationalisme guadeloupéen. Et donc, la question qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de dire éternellement, merde, le colonialisme est toujours chez vous. C'est que lorsqu'il y a échec, il faut se dire, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en tirer les leçons et savoir qu'est-ce qu'il faut faire, en fait. Et donc, alors, non seulement il y a une diminution de la force du nationalisme guadeloupéen, mais en plus de ça, il y a un renforcement, en fait, de la présence à tous les niveaux idéologiques du mode de consommation, d'une société de consommation qui est extraordinaire, c'est-à-dire avec des pays où le premier consommateur par d'habitants de Champagne, pendant que les effets de ce mouvement nationaliste sur les questions culturelles a abouti à une révolution culturelle où on parle le créole, l'esthétique antillaise est mise en avant,
à différents types de domaines. Donc, vous avez un contraste, en fait, entre une révolution culturelle qui a réussi, un échec politique et un renforcement du mode de vie français en Guadeloupe comme en Martinique. Donc, vous voyez que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'il faut refuser, il faut fuir ce qui est la simplification. La simplification est toujours une catastrophe de toute façon. Donc, l'analyse, en tout cas, à ce moment-là que je fais pour en arriver aux questions mémorielles est la suivante. Avec un groupe, on discute de ces questions et on en arrive à la conclusion suivante. En fait, l'erreur congénitale des mouvements nationalistes antillais a été d'imaginer en fait qu'ils étaient comme des Algériens, comme des Vietnamiens, comme des Cubains ou autres, en tout cas en particulier l'Algérie et le Vietnam, et même comme des Kanaks, et ne pas comprendre, à mon avis, la chose principale qui est la suivante. Il n'existait pas de Guadeloupéens, Martiniquais modernes avant l'esclavage. À la différence de tous les autres peuples, évidemment, il y a des Amérindiens, mais je parle des modernes, ceux qui ont été créés par l'esclavage. À la différence des Algériens ont vu les Français venir. Les Vietnamiens, les Indochinois ont vu les Français venir. Mais les Guadeloupéens, encore une fois, je parle pas des Amérindiens qui n'ont pas pesé fondamentalement sur la formation anthropologique et sociologique donc de ces sociétés, ils n'ont pas vu les Français venir. Vous imaginez la différence déjà? Première différence, fondamentale. La deuxième différence est aussi importante, c'est que ces sociétés sont issues de l'esclavage. Elles ont été fabriquées dans l'esclavage. Et voyez-vous, d'un point de vue théorique, et Nicolas qui est anthropologue, comprend bien évidemment l'implicite de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être né dans l'esclavage? Et c'est toute la question. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe humain qui est né dans et par l'esclavage, qui a été fabriqué par l'esclavage? C'est un groupe nouveau et il emporte les signes, je ne dis pas les stigmates, je ne dis pas les séquelles. Parce que séquelles, ça veut dire que vous étiez un groupe qui était bien avant et puis vous avez une maladie et puis vous portez les séquelles. Non, non. Je parle des stigmates, c'est-à-dire ce qui est en vous, qu'est-ce qui est issu de ça? Et donc, en tout cas, lorsqu'on fait le bilan de tout ça, ça nous prend du temps de réaliser tout ça et de comprendre tout ça et les conséquences que ça a et les implications de ça sur l'échec politique du nationalisme antillais. Nous comprenons, entre autres, une chose majeure, c'est que ces sociétés sont désaffiliées. C'est-à-dire que les familles antillaises ont une épaisseur qui est comme une feuille de cigarette. Elle ne peut pas aller en profondeur. Parce que quand au fond, ce que l'esclavage a laissé, et le combat contre l'esclavage, je ne parle pas des marrons qui sont minoritaires, mais archi-minoritaires, dans les sociétés guadeloupéennes et martiniquaises, au plus fort de leur existence, ils sont 1 à 3%. Donc ça n'impacte pas fondamentalement. On a en fait un souvenir extrêmement honteux d'une origine servile, malgré tous les efforts de dire qu'il y a eu des marrons, des combats, etc. Bon, ça nous satisfait un petit moment. Mais dans la réalité, l'immensité des gens étaient nommés en 1848, par exemple. Bref. Et pour vraiment synthétiser, vous comprenez que c'est difficile de synthétiser tout ça. C'est une expérience très, très large, très grande. En tout cas, l'une des choses dont on se rend compte, c'est que le rapport, en fait, avec la période d'esclavagisme, la fabrication, comme on dit, comme Richard Price dit pour les marrons, les temps premiers, les premiers temps, eh bien, il est extrêmement perturbé. Lorsque vous avez des groupes humains qui sont désaffiliés, qui n'ont pas la mémoire de leurs propres aïeux, ça, vous courez vers l'éternel combat contre le colonialisme français des sans force, et vous courez de façon éternelle dans un cadre extrêmement où vous avez une identité qui est une déshérence identitaire. Et donc, c'est à ce moment-là, et c'est pourquoi, en fait, la question de la mémoire de l'esclavage s'est posée et la façon dont on l'a posée. La première question qu'on s'est posée, c'est que lorsqu'on réfléchissait sur notre passé, et Nicolas l'a bien dit, Nicolas a dit sa grand-mère a dit telle chose. Mais en réalité, le problème, c'est qu'on appelait les esclaves, et pas nos parents qui ont vécu en esclavage.
Je ne sais pas si vous mesurez le, le gouffre que ça a. Et donc, tout le travail que nous avons effectué a été en fait de faire en sorte que les Antillais comprennent en fait que leurs aïeux étaient des esclaves et qu'ils n'avaient pas à en être, ils n'avaient pas à en être honteux. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que c'est. La question, c'est comment inverser la honte qui pèse sur l'esclave. Là, il fallait faire un travail de mémoire, lié à un travail d'histoire, parce que souvent, il y a un travail de mémoire qui se fait, on dit des choses, mais ça ne s'appuie pas sur un travail d'histoire. Donc, je vous passe plus de 1000 conférences d'université populaire, qu'on a créé une université populaire. Je vous passe les 600 séances de groupes de parole qui ont été faites sur les questions de la couleur de la peau, etc. En fait, c'est un travail gigantesque qui a été déployé pendant 20 ans et accompagné effectivement de dispositifs de création d'outils mémoriels, une journée de commémoration en mémoire des victimes de l'esclavage, et non pas de l'abolition de l'esclavage, une journée en mémoire des victimes de l'esclavage. Il y a un crime contre l'humanité, il y a des victimes, donc on doit les honorer. Il se trouve que ce sont nos parents. Alors comment ça s'est accompagné tout ça? Parce que ces gens-là, ces personnes qu'on appelait ces gens-là, il a fallu les trouver. Et comme il y a eu la nomination par M. Delannon, on sait où est-ce qu'il a été nommé, et qui était son ancêtre, le premier qui a porté le nom de Delannon. Ça concerne à peu près plus de 200 000 personnes en Guadeloupe, parmi Guyane et la Réunion. Et donc, on a été les chercher, ces personnes. On les a trouvées dans les archives de nomination, on les a tous tapées, et on s'est appuyé sur ces personnes retrouvées pour les mettre en avant, et pour que les descendants n'en aient pas honte. Et pour finir, parce qu'il y a plein de dispositifs, des livres, des monuments, etc., il va bientôt être inauguré dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent. Nous avons persuadé le gouvernement français que tout ce travail fait par des Guyanais, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Réunionnais puisse se traduire par la mise en place de mémorials portant les noms des 200 000 personnes encore esclaves en 1848 et qui ont été nommées. Ça se fera au centre de Paris, soit dans les Tuileries, soit à côté des Tuileries, pour que cette histoire s'enracine par l'intermédiaire de ceux qui l'ont vécu sur le territoire français. Et que les instances françaises, comme les régionales, les descendants ici, quels qu'ils soient, puissent venir d'ailleurs voir qu'on honore ces personnes, que ces personnes ne sont pas des chiens, parce que la façon la plus évidente d'honorer des personnes qui n'avaient pas de nom du temps de l'esclavage, dont le destin était d'être oublié, c'est de graver leur nom pour qu'à jamais, et que pour tout le temps, l'humanité puisse s'en souvenir. Voilà. Merci de votre écoute. Merci infiniment et pour tout le travail qui a été fait avec les équipes, il y a un travail extraordinaire sur lequel s'appuient aujourd'hui des centaines de milliers de personnes pour retrouver leur filiation. C'est un travail très important qui tout Guadeloupéen qu'on rencontre en Guadeloupe est au courant du travail que vous avez fait. Et tout Guadeloupéen ou Martiniquais qui est en Île-de-France le sait aussi. Et vous avez réussi à raccrocher pour des centaines de milliers de personnes avec leurs ancêtres, avec cette histoire-là, même si ça s'arrête avant l'Afrique. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à remonter à l'Afrique et ça reste quelque chose que font beaucoup mieux peut-être les Américains et qui ont réussi peut-être beaucoup plus que nous à remonter vers l'Afrique sur les histoires de déportation et d'origine de quel pays ils ont été déportés. Et donc, c'est un travail essentiel qui est très utile. Alors, on a à notre table ronde une élue de Paris qui pourra parler peut-être aussi du travail qui est engagé pour la construction d'un lieu très important sur la mémoire des esclaves affranchis en 1848. C'est uniquement eux qui vont être sur ce monument ou ce mémorial. Mais donc, il y a aussi Chantal Aoulou qui est présente autour de cette table et pour rester dans cette thématique l'histoire de l'esclavage et de son abolition, pouvoir peut-être compléter ce qui a été dit. Est-ce que
c'est possible, Chantal, que je te passe le micro maintenant? En fait, moi, je ne veux pas. D'abord, je salue Est-ce que tu peux prendre le micro? Merci beaucoup. Moi, d'abord, je salue Serge, mon nana. Salut Chantal. Sur cette histoire, évidemment, je me sens aussi très concernée. Mais malheureusement, moi, je viens du Bénin et nous, je dis nous avons été esclavagisés par le Portugal. Donc, nous avons des villes afro-brésiliennes dont sur l'espace français, on ne parle pas beaucoup. On est un peu encore marginalisé. Ça, je connais très bien les spécialistes, mais en général, c'est une histoire qui reste comment dirais-je, à vulgariser. Donc, moi, je n'étais pas venue pour parler précisément encore que c'est vrai que sur Sarcelles, on a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'esclavage, sur la mémoire. Tous les 23 juin, justement, nous revoyons Serge Morella parce que nous avons des monuments extrêmement forts qui remettent en perspective cette histoire. On a le monument. Serge, tu peux me corriger si je me trompe, le mémorial de la mémoire des noms, c'est ça, qui est... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, exact, 213 personnes. Voilà, et c'est un des premiers, un des premiers monuments qui existent sur la France à Sarcelles, qui a été mis, comment dirais-je, à l'initiative justement de Serge et de son équipe. Ça, c'est extrêmement important. Et puis on a un autre... Du CM 98. Oui, pardon. Et il y a un autre monument extrêmement important pour moi, c'est la Gazelle de Lille. Voilà. Qui là aussi nous rappelle cette histoire. Et les élèves de Sarcelles sont continuellement, comment dirais-je, rappelés, travaillent sur des projets, travaillent sur la thème de l'égalité, un cours justement qui permet de mettre en perspective l'histoire et mémoire de l'esclavage. Bon, ça c'est un de nos sujets, de notre lutte, je dirais même quotidienne. Voilà. Mais il y en a d'autres aussi parce que nous avons un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination qui existent depuis 2019 à Sarcelles. Et nous nous efforçons en effet de faire un travail mémoriel et historique sur toutes les questions qui ont trait à l'histoire des racismes, à l'histoire de l'antisémitisme, à l'histoire des esclavages et à l'histoire de discrimination. C'est un peu long, voilà. Merci beaucoup Chantal. Il y a une question apparemment qui a été envoyée sur la conversation de Mama Doucouré sur cette thématique-là, si on peut la voir. Mais il n'y a pas de question, en fait, elle aimerait poser des questions. Donc on peut voir les questions, tout ça, on reste sur le sujet avant de passer à Tramor Culinaire. Ah ben, je vois qu'il y a une question qui est, est-ce que je peux poser une question, mais il n'y a pas la question. Donc on attendra. Oui, en fait, la question que je voulais poser, c'est ce qu'on pense, enfin, ce que vous pensez de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et de ses actions. Est-ce que vous les connaissez? Et est-ce que c'est quelque chose que vous nous conseillez
d'utiliser ou pas. Voilà. Merci. En fait, je parle en tant qu'élue aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations à Montreuil. Voilà, c'est dans ce sens-là que je pose la question. Alors, est-ce que Serge veut répondre à cette question? C'est difficile de répondre. C'est embarrassant. L'embarrassant. C'est-à-dire que je pense que c'est bien qu'il y ait une fondation pour la mémoire d'esclavage. Moi, je dirige une fondation qui s'appelle Esclavage et Réconciliation. C'est autre chose. C'est parce que nos sociétés en Guadeloupe et en Martinique sont tellement fracturées qu'on ne peut pas continuer à se battre entre nous. Donc, on n'a pas ce luxe de pouvoir le faire. Donc, il faut être capable de penser différemment. Concernant la Fondation pour la mémoire d'esclavage, je vous dis ce que moi j'ai dit à son président depuis le départ. Je n'admets pas qu'une fondation pour la mémoire d'esclavage soit dirigée par un Nantais. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je n'admets pas qu'une fondation pour l'esclavage aille en Afrique ou aux États-Unis et que ce soit un Nantais qui représente la mémoire d'esclavage. Je considère que la mémoire d'esclavage, je la diffère de l'histoire de l'esclavage. La mémoire de l'esclavage, elle fait mal aujourd'hui à nos sociétés post-esclavagistes. Elle doit être portée par un descendant d'esclaves. C'est mon avis sur cette question. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. La réponse est claire. Mais on aura peut-être d'autres personnes qui vont pouvoir en parler de cette fondation, puisque en fait, c'est un sujet qui vient souvent et qui est venu l'année dernière et de la part d'intervenants, etc. Donc voilà, les institutions ne sont pas, je le dis pour ceux qui ne sont pas là, les institutions ne sont pas nécessairement celles qui savent donner la reconnaissance aux bonnes personnes. Et il ne faut pas sentir, on va dire, diminuer parce qu'une institution ne vous a pas reconnu dans vos qualités. Ces institutions, finalement, peuvent être partiales et c'est pas parce qu'il y a une fondation qu'il faut avoir son sésame pour être reconnu comme légitime sur ces sujets-là. Et donc, tous ceux qui n'en ont pas été admis ou leur place dans cette fondation n'ont pas été entendus, n'ont pas moins de légitimité sur ce sujet. Et ce n'est pas elle qui donne la légitimité aux gens qui s'exprimer sur la mémoire de l'esclavage. C'est une institution parmi d'autres. Point. Voilà. Bien sûr. Samuel, est-ce que je peux dire quelque chose, Samuel? C'est que je vais être obligé de vous quitter là parce que c'est un peu compliqué pour moi de continuer. S'il y a des questions, ben écoutez, Samuel je ne sais pas comment faire, mais là, je suis vraiment obligé de vous quitter. Ça a été très compliqué pour moi d'être là ce matin avec vous. Donc, je vous prie vraiment de m'excuser. Je vous remercie de cette initiative. Et puis, je suis là, quoi. Si vous avez besoin de moi pour autre chose, je suis là. Et vous connaissez le combat, c'est-à-dire qu'un jour, là, je parle là parce que c'est là que se trouvent les Tuileries. Bientôt, les 200 000 seront là. Ils rappelleront la terre entière tout le temps, pour des siècles et des siècles, qu'il y a eu ce pays à pratiquer l'esclavage et que leurs descendants seront là pour tous les jours rappeler aux visiteurs qu'ils ont existé, même si aucun destin ne leur était promis. Merci beaucoup. Et alors, on sera invité, j'imagine, à l'inauguration du monument quand il sera inauguré. Merci beaucoup. Donc, à bientôt.